Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 25e épisode de La Page Sensible, je vous propose une interview avec l'adorable Louise Ourcade, que j'ai découverte par sa newsletter à la fois culturelle, sociologique et même un petit peu philosophique. Louise a 26 ans, elle vit à Paris, et à sa sortie d'école de commerce, elle s'est rapidement éloignée des parcours classiques pour chercher sa voie, notamment dans les domaines artistiques. Aujourd'hui, elle se consacre à l'écriture d'une newsletter qui a déjà plusieurs milliers d'abonnés, dont moi. En la lisant, j'ai vite remarqué que nous avions des goûts de lecture très similaires, et c'est pourquoi je suis ravie qu'elle vienne nous en parler dans le podcast. Côté lecture, Louise a choisi de nous faire découvrir Americana, un roman de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui a directement intégré la liste de mes coups de cœur. Entre Nigeria, États-Unis et Angleterre, il raconte à la fois une histoire d'amour, d'expatriation et de retour aux origines, sur fond de réflexion autour des questions de race, de genre et d'identité en général. Ensuite, côté écriture, Louise nous racontera le cheminement professionnel et artistique qui l'a amené à écrire des newsletters. Un sujet sur lequel j'avais vraiment plein de questions car j'apprécie beaucoup ce format, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que lectrice. Bonne écoute! Salut Louise! Salut Marion. Ça va? Ouais, super. Merci d'être là aujourd'hui pour La Page Sensible. On va parler toutes les deux d'un roman que tu as souhaité nous faire découvrir, qui s'appelle Americana et que j'avais jamais lu. Et on va aussi parler de ta pratique de l'écriture, notamment des newsletters. Si ça te va, je te propose qu'on commence par parler du roman d'Americana. On passe d'abord côté lecture et ensuite on bifurque sur l'écriture. Avec plaisir. Déjà, je voudrais commencer par te remercier pour cette recommandation parce que moi, je connaissais pas du tout. Alors, j'ai checké comment ça se prononçait. Chimamanda Ngozi Adichie, qui est cette autrice nigériane qui a à peu près 45 ans, quelque chose comme ça. Du coup, tu m'as dit, ah, tu la connais pas? Bah tiens, on pourrait parler d'Americana. Du coup, je voulais commencer par te demander pourquoi est-ce que tu as eu envie qu'on parle de ce roman-là? Alors j'ai beaucoup hésité au début, il y a plein de noms de romans qui me sont venus en tête, et puis en fait, Americana, ça fait enfin je veux dire, j'ai vraiment le souvenir de cette lecture. C'est-à-dire que je me rappelle être toute seule, dans un pays étranger. J'étais, étudiante à Madrid, donc j'étais assez, seule, dans ma vie, à Madrid. Je me promenais Ah. toute seule tout le temps, et en fait, à un moment, j'ai commencé à lire ce livre et j'ai vraiment le souvenir d'avoir été, complètement emportée par le roman. D'avoir, rien fait, d'autre que de lire pendant, je sais pas, 4-5 jours. Donc j'ai un souvenir de cette lecture hyper, fort qui résonnait, avec, le fait d'être, seule dans un pays étranger, et puis j'ai adoré ce livre, quoi. Je l'ai dévoré, je l'ai trouvé, passionnant. Tu dis que ça résonnait avec le fait d'être seule dans un pays étranger, et c'est vrai qu'on pourrait peut-être dire de quoi ça parle. Hein. Donc, Chimamanda Ngozi Adichie, c'est donc une autrice nigériane assez engagée. Elle a beaucoup écrit de nouvelles, d'essais, mais elle a aussi publié 3 romans. Et ça, donc, Americana, ça s'écrit avec un H. Hein. Bon, les gens pourront le voir dans, dans le titre de l'épisode. C'est donc son 3e roman. Il est paru en 2013. C'est une publication qui était à la fois américaine et nigériane, donc c'est écrit en anglais. Est-ce que tu as envie de nous dire en quelques mots de quoi ça parle? Le livre, raconte, l'histoire d'Ifemelu et Obinze, qui sont 2 jeunes, lycéens, nigérians qui vont, commencer, leurs études au Nigeria et en fait se séparer parce que, les grèves, des services publics et de pas mal d'universités au Nigeria font que c'est très compliqué de continuer, les études. Donc Ifemelu, elle, va partir, aux États-Unis et Obinze va partir à Londres et on va suivre en fait leur parcours, parallèle. Ils vont se perdre de vue, se retrouver plus tard, et en fait, l'héroïne, c'est surtout, Ifemelu qu'on suit, qui en fait découvre qu'elle est noire en arrivant aux États-Unis et qui va, peu à peu, voilà, découvrir ce que
que c'est que la race, en fait, et la perception sociologique de la race. Elle va en faire un blog. Et voilà, ça donne tout un tas de réflexions assez passionnantes sur la race, mais aussi les classes sociales. Enfin, c'est une lecture hyper intelligente, aussi avec beaucoup d'humour, Ouais. de ce que c'est que la race, la classe, tout ça. Et n'hésite pas à continuer si c'est un peu incomplet. Bah oui, non, je pense que tu as extrêmement bien résumé. En gros, c'est un roman, je trouve, qui est assez malin dans sa construction parce que on va dire que la trame narrative principale, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour sur le long cours puisqu'ils se quittent à 19 ans et en fait, ils se retrouvent à 32. Pendant 13 ans, ils se voient pas en fait, hein, puisqu'ils sont sur deux continents différents. Et en même temps, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, c'est aussi une excuse, entre guillemets, pour parler de tout un tas d'autres choses, bah oui, du fait, comme tu disais, de se retrouver dans un pays qui nous est totalement étranger. Comme tu l'as bien dit aussi, de se rendre compte qu'elle est noire. Ça, j'ai trouvé ça hyper frappant quand j'ai lu le roman. Je me suis dit, mais ah oui, c'est vrai qu'en fait, si tu es dans un pays où tout le monde est noir, tu te dis pas, ça fait pas partie de ton identité au quotidien, quoi, de te dire je suis noire. Aux États-Unis, effectivement, elle devient noire, entre guillemets. Comme tu dis, il y a aussi pas mal d'humour, notamment dans son blog. Hein. C'est vrai qu'elle a ce blog qui est assez second degré. C'est un peu caustique, où elle parle de ce que c'est Ouais. que d'être noire aux États-Unis. Et aussi, comment dire, elle se différencie de ce qu'elle appelle donc les Noirs américains, qui n'ont pas le même vécu du tout que elle en tant que finalement qu'étrangère, noire étrangère. Complètement. C'est vraiment, c'est un livre qui est très loin du cliché qu'on peut se faire enfin, disons qu'elle a une lecture très subtile de la race et elle va différencier les Afro-Américains qui sont donc Hmm. des familles établies aux États-Unis depuis des générations, les migrants qui sont là depuis une, deux générations seulement. C'est hyper fin. Très fin. Et puis aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit en introduction, c'est qu'il y a deux narrateurs. En fait, il y a à la fois le point de vue d'Ifemelu et aussi un petit peu moins, mais quand même présent, le point de vue de. Alors, moi, je disais, dans ma tête, je pensais Obinze, Obinze ou Obinze, je sais pas comment ça se Ouais. dit, son chéri, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ils sont pas dans le même pays, donc ils n'ont pas les mêmes vécus. Et ça apporte en plus une finesse en plus qui fait que c'est pas, ils sont pas forcément toujours d'accord tous les deux. Et ça aussi, ça apporte, je trouve, de la finesse. Alors j'ai moins, comme j'ai lu jusqu'à la 300e page, j'ai un petit peu moins lu le point de vue d'Aubaz à ma relecture, mais complètement. Oui, parce que donc tu me disais tout à l'heure, quand on se parlait avant l'enregistrement, que ça faisait longtemps que tu l'avais pas lu en entier, donc qu'il y avait des choses qui étaient moins fraîches dans ta mémoire. Ouais, ouais, tu vas m'aider un peu. Très bien, on se souvient ensemble, y a pas de souci. Une chose, moi, qui m'a frappée en lisant ce livre, c'est que je me suis rendu compte que c'était doublement dépaysant pour moi. Je sais pas si tu as ressenti quelque chose comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, il y a une grande partie du livre qui se passe aux États-Unis et une assez importante partie aussi qui se passe au Nigeria et donc dans le pays d'origine des deux personnages et un petit peu aussi au Royaume-Uni. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais autant dépaysée par les passages aux États-Unis que les passages au Nigeria, je me suis dit, tiens, en fait, finalement, c'est deux cultures qui me sont très étrangères. Ouais, ouais, ouais. Surtout par son point de vue, du coup, qui est extrêmement curieux, ouvert. C'est vrai que son arrivée aux États-Unis, on ressent complètement ce sentiment d'étrangeté quand elle découvre le mode de vie, ouais, le matérialisme américain aussi. Après, moi, quand même, je trouve qu'il est un peu plus représenté dans nos séries, dans les séries qu'on voit, dans les films Ouais, c'est qu'on vrai, ouais. voit, dans nos voyages. Alors que c'est vrai que l'Afrique, on peut tous avoir un truc un peu. D'ailleurs, elle en parle vachement bien dans un talk, dans un de ses TED Talks disponibles sur YouTube, où elle dit qu'en gros, on est nombreux à avoir une perception de l'Afrique. En gros, c'est un continent où, en gros, tous les pays, c'est la crise, la misère, les galères, le terrorisme, et on a une vision extrêmement négative, violente, uniforme de l'Afrique. Et c'est vrai que pour le coup, je suis entièrement d'accord, malgré les quelques voyages que j'ai pu faire en Afrique, j'avais cette perception hyper cliché, Ouais. alors que les États-Unis, j'ai quand même l'impression qu'on a pu accéder à plus de, voilà, de représentation, de... Oui, maintenant que tu le dis, ça me frappe aussi. Et en fait, je me rends compte que peut-être justement, c'est là le talent de l'écrivaine, c'est que comme elle,
je parle, la narratrice apporte un regard tellement dépaysé sur le pays, bah, finalement, on découvre un aspect des États-Unis qu'on n'avait pas avant, peut-être aussi. Parce que c'est vrai que moi, je suis comme tout le monde, hein, j'ai vu plein de films américains, plein de séries, je lis beaucoup de livres aussi d'auteurs américains. Donc c'est vrai que peut-être c'est ça, en fait, qui m'a donné cette impression d'étrangeté. C'est peut-être son regard à elle, finalement. Ouais, 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 ouais. En fait, elle se contente d'aucun cliché, jamais. Oui, Je trouve qu'il y a un regard hyper concret en plus sur les choses, tu vois. C'est ça que je trouve brillant dans son roman, c'est que elle fait il y a un côté très sociologique, mm, mais qui est toujours hyper lié à des détails, à des objets, des affiches de publicité, des films. Elle parle beaucoup des cheveux pour ouais, raconter son rapport comme métaphore du racisme, de l'adaptation. Et en fait, sa manière de parler du concret fait que ça nous évoque plein de choses. On n'est jamais dans l'idéologie ou la théorie avec elle. On est tout le temps dans l'observation. je suis contente que tu dises observation parce que c'est vrai que c'est une des réflexions que je m'étais faite en lisant. Je me disais, la personne qui a écrit ça a forcément un sens de l'observation hyper aigu parce que quand elle décrit les scènes, les personnages, les interactions, ça va toujours être, comme tu dis, dans des détails qui peuvent paraître infimes. Ça va être un mouvement des doigts, ça va être la forme d'un bracelet, un vêtement, quelque chose qui peut paraître imperceptible, mais finalement, on voit très très bien où elle veut en venir avec cette accumulation de détails et finalement que rien n'est insignifiant, que tout est culturel Ouais, et que tout est signifiant en fait. complètement, complètement. C'est ça ce qui rend ce roman passionnant. Et en même temps, elle est très, elle met pas non plus l'histoire des personnages, leurs émotions et tout ça au service d'une théorie. Ça reste un vrai roman avec des personnages complexes, une histoire d'amour incroyable. Enfin, il y a un vrai équilibre, je trouve, entre l'histoire qui nous emporte, qui nous met des papillons dans le ventre, qui nous Mm. émeut, etc., et l'intérêt un peu plus, voilà, intellectuel, sociologique. Ah, je suis totalement d'accord et je pense que c'est un exercice hyper casse-gueule en plus dès qu'on aborde des sujets comme ça. Et parce qu'elle y va hein, quand même, elle parle de beaucoup de choses, elle parle aussi énormément de féminisme, Ouais. donc forcément d'intersectionnalité, tout ça. Mais c'est vrai que je pense que par exemple, féminisme, pour le coup, c'est pas un mot qui apparaît dans le roman, ou alors très peu. Et oui, elle arrive à finalement prioriser l'histoire et c'est avant tout un roman. Parce que il y a pas longtemps, j'avais lu un livre de Jonathan Coe qui s'appelle alors Middle England. Je crois que c'est le cœur de l'Angleterre, voilà. Où en gros, il raconte, il a essayé de faire un roman un peu du même format que celui-ci, un roman choral autour du Brexit. Et en le lisant, je me disais, bah, c'est très bien écrit, c'est très intéressant, j'apprends plein de choses, mais j'ai pas l'impression de lire quelque chose qui est un roman avant tout. J'avais vraiment l'impression qu'il essayait de faire passer des idées et ça m'avait gâché mon plaisir. Et je l'avais lu vraiment pas très longtemps avant de lire Americana. Et je me suis fait la réflexion qu'Americana ne tombait pas du tout dans cet écueil-là, que effectivement on est dans une histoire, on est dans des personnages qui sont hyper crédibles, qui sont pas juste des paravents pour porter une idée ou pour Ouais. dire tiens, elle c'est l'expat, lui c'est le gars qui reste au pays, lui c'est le cousin ceci. Enfin, c'est des vrais personnages incarnés, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu vois, toi qui es une fan de Sally Rooney, et moi aussi d'ailleurs, Ouais. mais je trouve que Chimamanda Ngozi Adichie le fait un petit peu mieux. Je sais pas, moi, dans le Mhm. dernier que j'ai lu de Sally Rooney, il pouvait y avoir ce côté parfois un peu intello, verbeux. Ouais. Je sais pas. Ça... Dans le troisième, là, Ouais, ouais, ouais. où es-tu, monde admirable? Oui, oui, j'y pensais justement, là, tu vois, à l'instant. Parce que c'est vrai que quand je t'ai proposé de faire quand j'ai pensé pour la première fois à te proposer de venir dans le podcast, c'est parce que j'avais vu que tu parlais des livres de Sally Rooney et je m'étais dit, ah là là, on a vraiment l'air d'avoir les mêmes goûts en lecture. Et donc, oui, c'est vrai que c'est parti de là. Et c'est aussi pour ça qu'une amie m'avait recommandé ta newsletter, c'est parce que elle m'avait dit, ah, elle parle de Sally Rooney comme toi. Parce que je saoule tout le monde avec Sally Rooney. Ah, mais j'aime trop, hein. Ah, mais j'adore. Mais c'est vrai que dans son dernier, effectivement, peut-être qu'elle glisse un petit peu plus sur cette pente-là, et ça prouve que c'est très casse-gueule parce que elle l'avait bien réussi dans les précédents. Donc ouais, comme quoi, c'est pas facile à faire. Ouais, Mm. ouais. Je trouve un très bon exemple de comment elle passe par du concret et du vécu, justement pour faire passer, entre guillemets, des idées. T'en as parlé tout à l'heure, c'est l'histoire des cheveux. En fait, elle parle énormément des cheveux des femmes africaines
et comment est-ce qu'elle se lisse ou pas les cheveux, comment est-ce qu'elle se les tresse ou pas, etc. En fait, depuis que j'ai lu le livre, enfin, moi, ça m'a vraiment frappée et je regarde plus du tout pareil les cheveux des gens de manière générale. Je me dis, ah, c'est fou de me dire que j'avais jamais pensé, que j'avais pas connaissance de à quel point ça peut être une contrainte énorme dans nos sociétés. Alors, du coup, pas en Afrique, mais par exemple aux États-Unis, mais ça c'est le cas aussi en France, bah, d'avoir des cheveux crépus et que c'est un bordel pas possible en fait. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, elle raconte dans le roman, si je me rappelle bien, à un moment, elle doit passer un entretien d'embauche. Clairement, on lui fait comprendre que si elle se les lisse pas, si elle fait pas quelque chose, elle passera pour la sauvage, quoi. Et que, Mm. en fait, enfin voilà. Et donc, en fait, voilà, l'adaptation des migrants d'origine africaine ou africains passe par la domestication de leurs cheveux crépus. Et ils le payent en fait parce qu'ils doivent utiliser des produits qui sont hyper violents, Ah ouais. cancérigènes, etc. Enfin, c'est pas juste se lisser les cheveux tous les matins. Et encore, déjà, c'est un investissement en temps et en énergie juste énorme. Mais en plus, c'est assez violent, quoi. Ouais. En lisant ce livre, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, je me suis rendu compte aussi que même si je pensais que j'étais sensibilisée aux questions de race, de racisme, etc., je me suis dit, bah, en fait, on peut pas, tant qu'on n'est pas dans la peau de quelqu'un de racisé, en fait, on n'a aucune idée. Et je trouve que justement, le roman a le roman de manière générale et ce roman en particulier, a cet avantage-là, cette puissance-là qu'on rentre dans la psyché de quelqu'un et que on peut ouvrir une petite porte sur cette réalité-là. Et moi, à chaque fois, je me prends une claque parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis naïve. Enfin, Ouais, ouais. je me disais, waouh, c'est fou que j'apprenne autant de choses juste dans un seul roman. C'est-à-dire, quelle est la masse de toutes les autres choses que je ne sais pas sur l'expérience que c'est que d'être une femme noire dans un pays blanc. Non, c'est vrai que c'est le pouvoir de la lecture, quoi. C'est incroyable. Ça permet de se mettre dans les pompes de quelqu'un qui a une toute autre expérience dont on n'a pas idée. Et elle raconte aussi l'exotisme que sa couleur, enfin que son parcours, sa couleur de peau peuvent créer dans le regard des autres. Enfin, ça se limite pas du tout. Les cheveux sont un peu le symbole du livre, mais elle décrypte plein d'anecdotes, d'échanges qui sont lourds de sens, quoi. Ouais, ah ouais, ouais. Je me demandais aussi, comme tu me dis que tu l'avais lu il y a 5 ans, qu'est-ce qui, 5 ans après, donc peut-être même avant de relire les 300 pages que tu as relues là pour préparer le podcast, finalement, qu'est-ce qui t'était resté de ce roman? Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué? Qu'est-ce qui reste en mémoire? Bah, je me rappelais de tout ce qu'on vient de se dire, quand même, de l'intérêt sociologique du livre, combiné à un vrai roman, quoi, comme je te disais, pardon. Ouais. Je me rappelais aussi avoir été hyper inspirée par Ifemelu, en fait. Au-delà de tous les sujets plus sociaux qu'aborde le livre, vraiment, j'avais été hyper inspirée par sa personnalité, sa franchise, son honnêteté, ouais, son humour, sa curiosité, sa sensibilité aussi. Et puis après, en fait, moi, je pense que c'est des personnages qui ont participé peut-être à m'orienter, alors peut-être complètement inconsciemment, mais aujourd'hui, quand je pense à des personnages qui peuvent m'inspirer aujourd'hui dans ma vie, bah, Ifemelu en fait clairement partie, quoi. La manière dont elle, voilà, elle finit par prendre la parole, à écrire son blog, à s'affirmer comme une femme qui s'excuse pas de penser, Carrément. enfin voilà, qui s'excuse pas d'aimer, qui s'excuse de rien en fait. C'est en ça aussi que le roman est hyper féministe. Voilà, c'est une vraie forte personnalité qui, je trouve, est hyper inspirante quand on est une jeune femme. Mais oui. Voilà. Et c'est vrai que finalement, ce qui m'a frappé moi aussi, c'est que bah, on parle beaucoup voilà, du fait de découvrir une autre réalité, d'un certain dépaysement de, bah, voilà, de la vie dans d'autres contrées et dans la peau d'un personnage aussi. Mais finalement, il y a aussi plein de choses dans ce roman qui m'ont parlé de façon très intime, finalement, sur l'amour, sur le fait qu'elle cherche son orientation professionnelle, par exemple. Complètement, complètement. Elle a quelque chose de totalement universel et encore une fois, bah ouais, c'est ça la puissance bah, du roman. Complètement d'accord.
Du coup, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur Americana avant qu'on poursuive sur la question de l'écriture. C'est vrai que la deuxième partie là sur laquelle on est allé un peu rapidement sur le côté, voilà, le roman qui t'impacte, de manière intime et tout. C'est vrai que c'est vraiment, un personnage, je trouve, enfin, auquel j'ai concrètement hyper envie de ressembler, en fait, tu vois? Et Ah ouais. il y a assez peu de romans alors, moi, il y en a dans les romans de Sally Rooney maintenant, mais de jeunes femmes, qui écrivent, qui ont une voix, qui s'expriment en ligne, qui ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui ont pas peur de faire peur aux hommes. Enfin, tu vois, il y a je trouve ça, je pense que c'était un des premiers romans que je lisais sur une femme, voilà, qui un peu, intellectuelle, qui avait une voix, en fait, et Ouais. qui avait besoin de se faire entendre, de faire entendre, sa vision du monde. Je trouvais ça hyper inspirant, je pense, même à l'époque, où je l'ai lu, même si tout ça était encore un peu inconscient. C'était le moment où je commençais à écouter La Poudre. Enfin, tu vois, c'était un peu Ouais. le début, de cette, mouvance féministe, depuis 5 ans, mais, je trouve ça un personnage très, très fort. Oui, oui. Et puis, en t'écoutant parler, je me disais aussi ce qu'on n'a pas forcément évoqué, enfin, si on en a parlé avec le sens du détail, c'est que c'est aussi hyper bien écrit. C'est aussi on parle de sa voix, c'est aussi parce qu'il y a un style excellent. Et ça sert aussi le propos, forcément. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'histoire d'amour, mais elle est trop belle. Enfin, Ouais. ça, elle m'émeut cette histoire, et je trouve que elle a une manière de d'écrire, les sentiments, la tendresse, la confiance. J'ai relu un passage là tout à l'heure et tu vois, en ce moment, je suis célibataire et j'étais vraiment, mais c'est exactement ça que je recherche. Enfin, tu vois, genre, Ouais. en fait, l'amour qui donne une dignité. En fait, je trouve que c'est un Mhm. roman aussi qui parle beaucoup d'amour de soi, de dignité, de confiance en soi et en l'autre, et de manière totalement universelle pour, les personnes noires évidemment, mais aussi, voilà, pour, tout un chacun, quoi. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs aussi, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, bah, je suis un tout petit peu plus âgée que toi, j'ai 30 ans. Et ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est la façon dont les personnages se quittent à 19, se retrouvent à 32 et ne s'aiment pas du tout de la même façon, en fait, à ces deux époques de leur vie. Et le fait, toutes les Ouais, expériences, le fait qu'ils ont grandi, en fait, hein, qu'ils sont sortis tout à fait de l'enfance, comment est-ce que ça influe sur leur relation? Moi, ça m'a beaucoup parlé à titre personnel, le fait que peut-être on sait mieux ce qu'on veut, ce qu'on vaut, ce qu'on cherche. Ça j'ai trouvé ça très, très subtilement amené aussi et très intéressant. carrément. Et je pense à autre chose aussi qui est, présent dans ce livre et que je trouve intéressant, c'est que la vision de la réussite est assez, subtile. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit: «Voilà, Ifemelu, elle est partie aux États-Unis, elle a refait sa vie là-bas, elle a créé ce blog, elle a qui voilà, elle en vit». Enfin voilà, c'est vraiment la définition de la réussite, et pourtant elle se ressent ce besoin intime de retourner au Nigeria, et je trouve que voilà, ça donne à voir un peu différentes, visions de ce qu'est la réussite, qui est pas en fait, une espèce de cliché de parcours, et ça m'a un peu fait penser à Connemara, je sais pas si tu l'as lu, de Nicolas Mathieu, que j'ai lu assez récemment. Moi aussi, bah, il est sorti il y a pas si longtemps, hein. Ouais, et qui je trouve aussi avait, donné à voir une lecture un peu, nuancée de ce que Mmh. c'était que réussir sa vie. Parce qu'il montre, voilà, il montre en parallèle un parcours de personnes qui restent, en gros, dans un bled, dans les Vosges, et un parcours de femmes qui part à Paris, qui fait une école de commerce, qui en gros, réussit selon les critères objectifs de réussite, et en fait, le roman montre, que non, c'est pas la réussite, Ouais, il y a pas de recette, quoi. ouais, Mmh. exactement. Totalement. Oui, oui, c'est vrai que c'est un bon parallèle, j'y avais pas du tout pensé. Tout à fait. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, on va bien sûr toutes les deux se dire après coup, ah, j'aurais dû parler de ça, etc. Mais bon, c'est comme ça, le temps est limité. Si ça te dit, on peut passer côté écriture. Avec plaisir. Aujourd'hui, si je t'ai invité sur le podcast, bah, c'est parce qu'on a des goûts en lecture communs, mais aussi parce que tu écris. Et j'ai adoré ta newsletter numéro 18 qui est sortie en février, que tu avais appelée «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?», où tu parles de ce long cheminement qui t'a amené à l'écriture. Et bon, je vais pas te faire refaire tout le film, mais la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu trouves du coup dans l'écriture que tu ne trouvais pas ailleurs? Ah, c'est difficile comme question. Je pense, plusieurs choses.
Je pense que déjà, c'était facile pour moi. Je pense qu'à la base, j'avais, je sais pas, une sorte de besoin d'expression, tu vois. Mhm. Besoin de me sentir entendue, besoin de donner mon avis. J'ai toujours eu besoin qu'on m'écoute. Et je pense que pendant plusieurs années, j'ai un peu cherché des moyens d'être écoutée. Et en D'accord. fait, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du dessin. Et en fait, pendant toute la durée de mon école de commerce, j'ai un peu essayé de trouver des moyens d'expression. Et il se trouve que rien n'était plus naturel que les mots. Et en fait, c'est ce qui était facile pour moi. Et à un moment, j'ai senti que c'était ça. Et j'ai commencé à écrire sur des sujets. Après, ça reste un peu mystérieux, hein. Hmm. Je sais pas trop pourquoi j'écris. Mais tu vois, ça peut être l'écriture, mais je sais que j'aime beaucoup parler aussi. Enfin, en tout cas, c'est les mots. C'est les mots. Bientôt un podcast de Louise Urquhart, peut-être. Qui sait? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les mots, c'est quelque chose d'hyper évident pour moi et j'adore trouver les bons mots, les mots justes. Alors après, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, Oui, oui, bah ça me parle beaucoup, hein. C'est vrai que c'est aussi bah, mon, mon médium de choix. ouais, toi qui écris un roman et qui a un podcast. Oui, oui. C'est vrai que j'aime bien écrire et j'aime bien parler aussi. J'aime bien qu'on écoute. C'est mieux. Ouais, ouais, oui. Eh ben oui, forcément, ça me parle. Et du coup, quand tu dis que c'était facile pour toi, finalement, je me demande aussi, enfin, c'est une réflexion que j'ai avec des amis. On s'est fait un petit groupe d'amis créatrices. Donc, il y en a une qui est comédienne, il y en a une qui est illustratrice, il y en a une qui est photographe. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on s'autorise pas à aller dans la facilité, entre guillemets, ce qui pour nous est facile et aisé, et qu'on s'oblige tout le temps à aller dans la difficulté. Est-ce que c'est un peu ça, du coup, que tu avais fait Complètement. Ah ouais. Ah bah ça me parle trop. En tout cas, c'était pas conscient, mais c'est vrai que bah déjà moi j'avais pas l'impression qu'écrire c'était une capacité quoi. Pour moi, tu vois, on apprend tous à lire et à écrire en primaire. Donc déjà je savais pas du tout que j'étais peut-être à l'aise dans l'écriture. Tu vois, pour moi tout le Ouais. monde était à l'aise dans l'écriture en fait. Donc c'était même pas une question. Donc en fait peut-être que ça m'a poussée à essayer bah, de voilà le dessin, le théâtre où je me disais bah là il y a vraiment des talents à développer qui sont originaux, qui me distinguent des autres. Alors c'est un peu inconscient, hein, c'est des voilà, j'essaye de m'analyser, mais oui oui ça me parle et c'est vrai que en fait comme ça me paraissait assez facile d'écrire, je me disais bon bah c'est que c'est pas compliqué donc en fait c'est que ça vaut pas grand-chose quoi. Alors qu'en fait c'est précisément là où on est à l'aise, là où on se sent enfin, là où on sent une espèce de liberté, une abondance et tout que qu'on est à notre place en fait. Ah oui. C'est sûr, et ça me fait penser justement un peu à la notion de travail, c'est-à-dire qu'on a un peu cette idée, et je trouve que c'est assez français aussi, enfin, on parlait tout à l'heure de culture américaine, etc. Cette idée que le travail, ça doit être difficile, ça doit être pénible, sinon ça n'a pas de valeur, et ça veut dire si c'est pas dur, si c'est pas fatigant, si c'est pas pénible, ça veut dire qu'on n'est pas dans la bonne voie. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a inculqué ça à l'école, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Après, pour nuancer un peu ce que j'ai dit, c'est à la fois facile, dans la posture, enfin, je sens que c'est naturel et que je me sens là où je dois être et cetera. Après, écrire, une newsletter, ça quand même c'est je trouve ça quand même assez difficile. Ça me prend beaucoup de temps, d'énergie, de travail, il y a des moments où je bute complètement, où je sais plus ce que j'ai envie de dire, je me prends vraiment la tête. Donc c'est pas non plus un process, simple, de A à Z. Après, voilà, comparé au dessin, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus, naturelle, beaucoup plus à ma place. Oui, finalement, c'est plus ça, c'est l'histoire d'être au bon endroit, plus que la facilité. Et justement, je voulais te demander, parce que là, donc, on évoque le format newsletter, donc je te demanderai juste après pourquoi tu as choisi ce format-là, mais juste pour clarifier, est-ce que tu dirais que c'est le médium principal, enfin, le format principal dans lequel tu écris, ou est-ce que tu as d'autres pratiques de l'écriture en parallèle ou que tu aurais eu par le passé éventuellement Écoute, non, alors par le passé, bah, j'ai toujours un petit peu écrit, tu vois? J'ai toujours eu un peu un Hmm. carnet, un peu un truc de journal intime. Après, quand j'étais en école, j'aimais bien écrire des critiques de films, j'étais un peu dans les tu vois? J'étais un peu engagée dans les Hmm. assos, journal et cetera. Après, j'ai beaucoup dessiné, mais j'accompagnais souvent mes dessins de petits textes, j'écrivais des carnets de voyage, je faisais une espèce de mix entre écriture et Hmm. dessin.
Et après, en fait, je me suis mise à écrire en freelance, mais alors là, c'est beaucoup plus alimentaire, tu vois. Ça va du post LinkedIn au copywriting de sites internet et tout. Donc, c'est beaucoup moins, ça me fait un peu moins vibrer, mais voilà, faut bien Ouais. payer son loyer. Et après, ouais, la newsletter, en fait, j'ai commencé à écrire une newsletter chez Génération XX, qui était un podcast dans lequel j'ai fait un stage il y a 2 ans. Et j'ai commencé à écrire une newsletter en écrivant la newsletter du podcast. Et à ce moment-là, j'ai un peu découvert les newsletters, etc. J'ai commencé à m'inscrire à plein de newsletters. Et du coup, en fait, à un moment, dans le cadre de mon projet dessin, je me suis dit, vas-y, je lance une newsletter juste pour parler de mes dessins, tu vois, c'était vraiment annexe et tout D'accord. dans ma tête. Et en fait, petit à petit, j'ai eu moins envie de dessiner et de plus en plus envie d'écrire. Et c'est l'écriture qui est restée, en fait. Donc, le projet annexe est devenu le projet principal. Ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, finalement, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à essayer des choses nouvelles et que, en fait, tant qu'on n'a pas découvert la bonne voie pour soi, en fait, on ne peut pas le savoir avant. Enfin, je sais pas comment, c'est un peu bizarre ma phrase, mais en fait, on tâtonne et au bout d'un moment, on est sur les bons rails et on dit, ah, ça y est, j'y suis, quoi. Mais exactement. En fait, oui, c'est ça. Rétrospectivement, tu complètement dans le flou. Il y a que l'expérience qui peut révéler les trucs. Tout à fait. Et du coup, je me dis, je pense aux personnes qui écoutent le podcast et qui peut-être sont pas forcément très très au clair sur ce que ça représente, ce format newsletter. Comment est-ce que tu décrirais le format de la newsletter tel que toi tu le pratiques? Parce qu'évidemment, il y a plein de formats différents, mais un peu l'écosystème dans lequel ça s'inscrit et comment tu fais ta newsletter en fait? À quoi ça ressemble? Alors, moi, j'ai découvert les newsletters donc il y a 2 3 ans. Alors, non, j'ai pas découvert les newsletters il y a 2 3 ans, mais j'ai découvert l'utilisation de la newsletter comme un vrai Hmm. format voilà, littéraire, journalistique et tout il y a 2 3 ans, au moment où il y a Substack, la plateforme Substack américaine, qui a commencé à vraiment gagner de la visibilité et où de plus en plus de journalistes, écrivains voilà, quittaient leur rédaction en fait et rejoignaient cette plateforme pour écrire en indépendant. Et donc j'ai commencé à m'inscrire à des newsletters américaines d'abord, et puis ensuite, voilà, des françaises. Pourquoi je me suis mis là-dessus? Franchement, c'était un peu par hasard, mais j'aimais le côté, ma newsletter va arriver dans les boîtes mail des gens, ce qui peut sembler un peu intrusif aussi, mais c'est vrai qu'on a on est dans une période où on est tellement inondé de contenu, il y a un peu un côté, toute stratégie est la bonne pour se rapprocher des gens. Ce qui bon, après les gens ont évidemment la liberté de s'abonner ou de se désabonner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un moment où j'ai tenu un blog pendant quelques mois, il y a 3 4 ans, et en fait, c'était pas très motivant parce que les gens te lisent pas forcément, tu pas le sentiment de faire grandir une communauté, et cetera. Enfin, surtout quand tu vois qu'à côté, il y a des newsletters qui ont ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu envie de bénéficier de cette Hmm. possibilité. Et en fait, bon, il y a de plus en plus de newsletters. C'est un peu comme le boom des Ouais. podcasts il y a 5 ans. Là, en ce moment, c'est le boom des newsletters. Donc, on est un peu. Il y a un côté génial, hyper créatif. Et en même temps, il y a tellement de Hmm. contenu. Enfin, j'ai l'impression d'être abonnée à 50 newsletters et parfois d'avoir un vrai sentiment de débordement lié à l'information. Et il faut voilà, faire attention à garder un équilibre sur l'information qu'on consomme, qu'on reçoit. Ça peut devenir l'overdose est pas loin, quoi. Ah ouais. Bah, c'est vrai que moi, c'est une préoccupation assez constante aussi. Bah, en plus, en produisant soi-même du contenu, on se dit, tiens, j'en rajoute encore. C'est vrai que, à titre personnel, je suis quelqu'un qui se sent très, très vite débordé par les informations. Enfin, j'ai toujours aimé écrire et quand je me souviens au collège, au lycée, que je cherchais mon orientation, je me disais, tiens, pourquoi pas le journalisme? Et quand je lisais la description du métier, alors qu'en plus, à l'époque, c'était avant les smartphones et tout, hein, et on avait à peine Internet chez nous. Et déjà, je me disais, ouh là là, non, il y a l'air d'avoir trop d'informations à gérer. Trop, trop. Il faut tout le temps se tenir au courant, il faut tout le temps consommer beaucoup de presse, etc. Et je m'étais dit, ah, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est vrai que aujourd'hui encore, moi, je me sens, enfin, quand je me balade sur les réseaux sociaux, je me sens très, 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 très vite dépassée par cette espèce d'impression que, puisque je pourrais jamais tout lire, alors peut-être autant rien lire. Enfin, c'est un peu. Mais c'est justement, personnellement, à la fois en tant que productrice de contenu et consommatrice de contenu, moi j'aime beaucoup le format du mail, justement parce que, comme tu l'as bien dit, on choisit de s'abonner et aussi de se désabonner. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un contenu
quand je lis une newsletter, c'est vraiment parce que je l'ai choisie et c'est pas parce que je me balade sur mon portable en ayant un peu la tête à moitié ailleurs et hop, j'ai du contenu qui tombe dans mon œil comme ça, quoi. J'ai Ouais. décidé que je suivais cette personne et que ce qu'elle disait m'intéressait et je choisis le moment où je clique sur le mail pour l'ouvrir et le moment où je sors du mail pour arrêter de lire, quoi. Ouais, non, mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve qu'en fait, c'est un moyen de pallier, tous les défauts des réseaux sociaux, c'est vrai que moi, je suis pas du tout dans le même état d'esprit quand je lis une newsletter, en effet, que j'ai vraiment choisi consciemment et cetera et où en fait, je sais aussi qu'il y a beaucoup de non, c'est pas vrai ce que je veux dire. J'allais dire, il y a plus de boulot sur une newsletter que sur un post. C'est pas toujours vrai. Il y a des newsletters un peu bâclés, comme il y a des contenus hyper léchés et travaillés sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas dans le même état d'esprit quand je traîne sur Instagram avec des notifications qui arrivent sans Mm. cesse. Je suis pas du tout concentrée, je zappe, je passe d'un post à l'autre. Alors que la newsletter, c'est un moment, voilà, où je suis concentrée, apaisée, je sens que j'ai dit toute mon énergie à la lecture. Et c'est vrai aussi qu'il y a ce côté un petit peu plus à long terme, parce que finalement, tu parlais de Substack tout à l'heure, qui est donc la plateforme sur laquelle tu publies ta newsletter. Et c'est vrai que moi, je l'ai découverte assez récemment. Et je trouve ce concept génial, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie la newsletter, elle va arriver dans la boîte mail des gens, mais après, elle reste sur le site de Substack. Et finalement, tu as un profil et où on voit toutes tes newsletters et où en fait, on peut les consulter. Et finalement, c'est un article de blog. Et ça, je trouve ça assez génial parce que c'est vrai que quand on passe du temps et c'est vrai que certaines de tes newsletters sont très longues, très illustrées, hyper travaillées, beaucoup de liens, beaucoup de contenu et j'imagine le temps que ça doit Mmh. prendre. C'est vrai que ça fait suer, entre guillemets, de Ouais. l'envoyer et après, fou, il se passe, entre guillemets, plus rien. Alors que là, elle est en ligne, les gens peuvent continuer à la découvrir, à la consulter, même 3, 5, 6 ans plus tard. Ça, c'est vrai que c'est un côté de Substack, je trouve hyper attrayant. Ah pour le coup, ça je trouve ça génial et je recommande Substack, à n'importe qui. Enfin, je trouve que c'est une super, à la fois, techniquement, j'aime bien le Ouais, c'est graphique, beau, ouais. j'aime bien, cette double possibilité, d'envoyer une newsletter, mais aussi de publier sur le blog en même temps. Enfin, je trouve ça hyper bien fait, hyper ergonomique. Ils ont toute une équipe, de rédaction qui interviewe, des écrivains, des auteurs, enfin, il y a une vraie émulation en ce moment, sur cette plateforme et je trouve ça assez Hmm. excitant d'y prendre part. Il y a plein de possibilités, il y en a de plus en plus. Enfin, ils ont des moyens aussi, donc c'est vrai que c'est assez grisant, quoi. Ah ouais, trop bien. Bah, franchement, moi, ça fait un moment que je me pose la question de basculer. Il se trouve que j'ai aussi un blog, donc je ne sais pas encore, tu vois, comment ça peut s'articuler, mais il se trouve que je me pose la question vraiment de basculer sur Substack depuis un petit moment, donc ouais. Mais bon, quand on est parti sur un outil, c'est chiant de changer. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un truc aussi, un avantage de la newsletter, je trouve, c'est que, bah, tu vois, sur les réseaux sociaux, comme tu es un peu dans cette espèce de jungle où il faut se faire entendre et tout, il y a un peu cette question de comment je vais me faire entendre qui entre en jeu, qui est assez malsain et que moi je trouve hyper pressurisante. Tu vois, et en fait, je me retrouve à me poser, quand j'écris un post, je me retrouve à me poser des questions que j'ai pas envie de me poser, tu vois, genre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon post va être visible? Est-ce que les gens vont lire? Et du coup, en fait, la tentation de faire un truc un peu, putaclic, est hyper, présente. Alors qu'en fait, quand tu sais que tu arrives sur la boîte mail des gens, il y a quand même un côté, tu vraiment pas envie d'envoyer n'importe quoi. Enfin, tu sais que les gens vont la recevoir, donc en fait, tu juste envie, que les gens, trouvent ton truc utile, qu'ils perdent pas de temps, et donc je trouve que c'est en fait, moi, ça me fait travailler dans un sens que je trouve, bon. Alors Hmm. que sur Instagram, parfois j'aime bien, hein, tu vois, poster des trucs sur Instagram, publier des stories, des posts et tout. Il y a des textes que j'ai travaillés vraiment, que j'ai publiés en post. Mais en fait, je suis tellement parasitée par des questions, Ouais. d'ego, de regard des autres, de machin. Je trouve ça un peu épuisant et je trouve que la newsletter, permet de contourner toutes ces questions. Ah ouais, c'est un point que je trouve super intéressant parce que c'est vrai que finalement, tu te concentres sur le fond, quoi. Et moi, je suis une grande, comment dire, une grande allergique d'Instagram. Je m'y balade un petit peu parce que je trouve que ça a son intérêt, et notamment pour découvrir des personnes, parce que c'est vrai que, bah, par exemple, découvrir une newsletter, je vais pas le faire comme ça en claquant des doigts, en restant assise sur mon canapé. Donc c'est sûr que, notamment, Instagram peut me permettre voilà, de découvrir des personnes, etc. Mais c'est vrai que je perds très très vite patience, et je pense que c'est peut-être parce que je ressens justement ce côté, enfin, je sais pas,
c'est assez intuitif. Enfin, je peux pas vraiment mettre des mots concrets dessus, mais juste, je ressens un malaise en fait. Ouais, ouais, je comprends trop. Moi aussi, moi aussi. C'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais en fait, comme tu sais, enfin, j'avais écrit une newsletter là-dessus, je m'étais un peu posé la question, mais enfin, pour moi, à partir du moment où tu sais que les gens sont là pour une forme d'auto-promo, alors ça dépend des gens, il y a des super comptes, des gens qui font un travail incroyable et tout, mais il y a un peu toujours cette notion d'auto-promo qui est là et qui du coup Ouais. rend tout le truc, enfin, en fait, qui biaise, je trouve, toute intervention. Enfin voilà, il y a un côté un peu nombriliste inhérent à Instagram avec lequel j'ai un peu du mal. Et alors pas toujours, parce qu'il y a des comptes qui sont pas du tout dans cette logique. Et voilà, je voudrais pas dire un truc ultra cliché sur les réseaux sociaux, mais Oui, mais on va dire qu'on est quand même dans une tendance générale. Et c'est vrai que c'est difficile, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, même si c'est pas notre intention de départ. En fait, la plateforme, elle est construite et la culture de la plateforme est construite de telle manière que c'est hyper dur de résister et de pas. Et je pense que moi, du coup, c'est vrai que bah, ouais, du coup, j'ai pas de patience. mais complètement, Non, mais c'est vrai. En fait, même un compte qui est génial et tout, bah tu vas voir le nombre de likes et tout, et du coup, en fait, ça crée cette espèce de compète, enfin, qui est hyper fatigante. Et tu vois, la newsletter, je trouve ça hyper rafraîchissant de pas savoir tout de suite. Alors, forcément, chaque newsletter finit par exposer ses stats parce que parfois, tu as besoin d'avoir un peu des sponsors, etc. Mais qui est pas, voilà, c'est likes, c'est vues, qui soient pas visibles. Je trouve ça hyper rafraîchissant. Et ça donne une liberté au lecteur aussi, parce qu'en fait, quand tu regardes un post sur Insta, que tu vois que tel ou tel a liké, bah, il y a un côté moutonnier inhérent à l'humain qui va faire que tu vas liker aussi, parce qu'un tel a liké, du coup, ça doit être intelligent. Alors qu'en fait, quand tu es devant une newsletter ou un livre ou plein d'autres trucs, évidemment, ta liberté de lecteur, elle est là, quoi. Mais tellement. Mais oui. J'avais pas pensé comme ça, mais en fait, je pense que probablement c'est ça qui m'attire, ouais. Parce que c'est vrai que ben, si quelqu'un s'inscrit à ma newsletter, il a aucune idée de combien il y a de personnes sur la liste. Et moi, si je m'inscris à une newsletter, j'ai aucune idée. Et finalement, du coup, ouais, je prends le contenu, je le juge par moi-même, quoi. Quand je reçois le contenu, je dis, ah tiens, ça me plaît, ou ah tiens, ça me plaît pas, mais j'ai pas l'avis d'autres personnes qui viennent parasiter ça, c'est vrai. Il y a pas, c'est gratuit, quoi. Enfin, Ah oui, bah, écoute, j'adore ces réflexions. Enfin, de toute façon, moi, que ce soit le podcast, la newsletter, le blog, c'est vraiment des formats que j'aime justement pour ça, pour le fait qu'il y a un contact direct. Quand on écoute la voix de quelqu'un dans un podcast, on ne sait pas combien d'autres personnes sont en train d'écouter, qui a liké, qui a pas liké. Et je trouve ça super. Enfin voilà, moi, c'est ce que j'aime aussi dans ces ouais, formats un peu plus longs, un peu plus long terme, et puis qui vont rester, qu'on peut découvrir des années plus tard. C'est assez vertueux, je trouve. je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être une dernière petite question de curiosité. Donc je vois que tu as écrit beaucoup de choses qui relèvent finalement de la non-fiction, donc parce que tes newsletters, voilà, c'est beaucoup des réflexions sociologiques sur la vie, sur l'art, etc. Tu me disais que tu avais écrit des critiques de films, des choses comme ça. Est-ce que tu as la tentation des fois, alors tu disais que tu écrivais des petits textes qui accompagnaient tes dessins, est-ce que tu as la tentation des fois d'aller vers la fiction, peut-être vers la nouvelle ou le roman, ou pas du tout? Oui, c'est un peu dans un coin de ma tête. Après, voilà, faut trouver le temps. Je sais pas, j'ai pas non plus d'idées, tu vois? En fait, j'ai des petites micro-idées parfois de temps en temps qui me viennent en tête, mais je ressens pas, l'urgence, la une inspiration qui mériterait que là, j'arrête tout et que j'écrive un livre, tu vois? Après, peut-être qu'il faut que je décomplexe un peu ça. Mais en fait, je sais pas par quoi commencer. Peut-être qu'il faudrait que je me trouve un atelier d'écriture, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens un peu démunie, un peu, enfin voilà, je sens qu'un jour, j'aimerais bien tester autre chose. Je sais pas encore très bien quoi et je sais pas très bien encore, comment. Ça marche. Eh ben, écoute, ça me parle. Je pense que c'est moi il y a 5 ans, donc tu vois, finalement, ça colle, hein. Mon premier manuscrit de roman, j'avais commencé à avoir l'idée en 2017. Donc tu vois, j'avais 24 ans. Et avant ça, je m'étais jamais lancée enfin, dans quoi que ce soit qui pourrait ressembler à un roman, vraiment, enfin, ou à une œuvre de fiction. Donc ça m'est venu. Et après, une fois que j'ai commencé, bah maintenant c'est marrant parce qu'après on se dit ah mais en fait c'est bon, je sais faire. Et après maintenant j'ai tout le temps des idées et voilà après c'est comme tu dis le temps qui manque. Mais oui oui ça a juste besoin de maturer. Faudrait que tu me racontes, comment tu je sais pas si tu l'as déjà raconté dans un épisode, bah, comment tu t'y es mis? Est-ce que justement tu as attendu d'avoir un peu cette, tu vois, l'inspiration,
avec une trame, un scénario qui t'est tombé du ciel, ou est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que tu as fait un atelier? Parce que je sais pas du tout comment faire en fait. Ah bah, pour le coup, je vais te faire une réponse hyper pourrie qui est que effectivement c'est venu un peu tout seul. C'est venu d'une situation en fait que je vivais et où je me disais waouh, là il y a trop matière à. Mon premier manuscrit, c'est une fiction, hein, bah, le deuxième aussi. Enfin, j'écris que de la fiction pour l'instant, mais quand même, c'est parce que j'ai vécu une situation où je me disais ouh là là, j'ai l'impression d'être dans un film. Et ça m'a donné un élan. Et c'était un moment de ma vie, je dois dire aussi, très important, c'est que je faisais un boulot pour une fois où j'étais pas derrière l'ordinateur et où j'étais pas en train d'écrire. Enfin, tu vois, que ce soit des mails, même des mails en fait. Enfin, j'étais guide de musée à ce moment-là, donc j'étais 100% du temps face à des vrais gens dans la vraie vie en 3D. Et en fait, ça fait que bah, le soir après le boulot ou pendant mes jours de pause, je pense que j'avais une disponibilité que j'avais peut-être jamais eue en fait avant et que j'ai pas vraiment eu depuis, à part en voyageant, une disponibilité pour écrire. Finalement, une disponibilité Ouais. presque intellectuelle. J'avais besoin d'être stimulée, je pense, et peut-être besoin de retrouver contact avec de l'écriture. Et ça a pris une forme romanesque, mais ça aurait peut-être pu prendre une autre forme aussi, tu vois. Mais bon, là, c'était ça. Donc, je pense que l'éloignement des écrans a énormément joué. Je comprends trop, ça me parle. J'aimerais bien retourner à ça, mais bon, pour l'instant, j'ai un boulot derrière l'ordi. On verra. Oui, la vie permet pas toujours d'être loin des écrans. Ah, on est vite derrière un écran, ça c'est sûr. Bon, bah écoute, je vois qu'on a beaucoup, bah, on a plein de choses à se raconter. Je me méfie parce que je sais qu'on pourrait se dire plein de trucs et se parler pendant des plombes, mais ça m'a fait trop plaisir de parler avec toi. Oui, moi aussi. Plaisir vraiment partagé, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 25 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Louise Ourcade vous a intéressé et qui vous a donné envie de lire Americana, ainsi que les autres romans de Chimamanda Ngozi Adichie. Vous retrouverez bien sûr les liens vers la newsletter et le compte Insta de Louise dans les notes de l'épisode, ainsi que le lien pour vous inscrire à ma propre newsletter pleine de bonne humeur. J'en envoie à peu près une par mois et c'est un contenu dont je peux dire que je suis fière parce que je la remplis de mes meilleures anecdotes et recommandations, de films, de podcasts, de séries, même des fois de la musique. Et toujours, ou presque, en lien avec l'épisode de la page sensible qui est sorti ce mois-là. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre interview dans laquelle Mathilde Gall nous parlera de son roman Des vies orageuses qui vient de paraître aux éditions Le Monde à l'envers et qui a la particularité d'avoir été écrit à environ 14 mains. Enfin, il faudra qu'elle nous redise ça. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.